Bonsoir à tous et à toutes. Merci tout d'abord à la BU Lettres d'organiser les Nuits de la lecture. C'est toujours un événement assez sympa à partager. Merci aux doctorants, aux artistes, aux chercheurs, à tous ceux qui ont contribué aussi. Je trouve que c'était assez intéressant de voir la mise en scène de nouvelles dystopiques. Alors pour ceux qui ne savent pas, une dystopie, c'est un peu l'inverse d'une utopie. Parce que j'ai entendu des questions. Le terme dystopie, voilà, c'est une dérive de la société. Donc moi, j'ai la lourde tâche de vous maintenir motivé jusqu'à l'apéro. J'ai une petite demi-heure pour ça. Quand on m'a proposé d'intervenir, on m'a donné le thème des Nuits de la lecture 2024, donc le corps. Et ce que j'ai proposé, c'était de revoir rapidement l'histoire de la science-fiction à travers le corps. Quand je dis vite fait, c'est vraiment très vite fait. On va passer des grandes périodes, on va passer vraiment très rapidement sur certaines personnes qui ont marqué la science-fiction. L'idée, c'est plus de vous donner envie de découvrir ce genre littéraire, mais aussi cinématographique, de voir l'histoire. Il faut savoir qu'il y a une réelle histoire derrière la science-fiction. C'est comme je pense, beaucoup de genres littéraires. Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, je commence par la personne qu'on considère, en tout cas que beaucoup de spécialistes considèrent comme la mère de la science-fiction, Mary Shelley. Mary Shelley, elle est britannique. C'est une écrivaine, une femme de lettres britannique. Et en fait, c'est en 1816, pendant l'été, ils ont été invités avec des amis près du lac Léman. Et pendant ce séjour au lac Léman, l'été était tout pourri, donc vraiment pluvieux, tout pourri. Donc en fait, ils se sont réunis et ils ont proposé d'écrire des textes imaginaires. Alors sur le thème ou pourquoi, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de recherches, comment on appelle ça sur la... Je crois que j'ai noté le terme parce que je ne le connais pas. Je ne sais plus. Mais il y avait beaucoup de recherches sur l'électricité et le corps humain. On voyait que, par exemple, il y avait des recherches sur les cuisses de grenouilles. Quand on mettait de l'électricité, elle bougeait encore, alors que la grenouille était morte. Voilà, tout ce chose. Donc en fait, on considère que Mary Shelley, c'est la mère de la science-fiction parce qu'avant, on peut trouver des textes jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Samosat, il a écrit des textes qui peuvent relever du champ littéraire de la science-fiction. Mais Mary Shelley, elle, son premier texte, en fait, on a une espèce de plausibilité scientifique. C'est-à-dire que techniquement, le roman essaye de vous montrer que c'est plausible et possible, on peut y arriver. Alors que tous les textes avant, Microméga de Voltaire, j'en ai d'autres, les histoires comiques des États de l'Empire de la Lune aussi, de Cyrano de Bergerac, tout ça, c'est des textes où il y a des rencontres avec des personnages imaginaires dans des lieux imaginaires, mais même si c'est sur la Lune, à l'époque où ça a été écrit, c'est comme la magie aujourd'hui. C'était improbable, en fait. D'accord. Donc, en fait, on considère que Mary Shelley, c'est la première qui a écrit un texte. C'est débattu. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je vous raconte juste ce que la plupart des spécialistes pensent. Et du coup, alors pour illustrer, j'ai pris son premier roman, qu'elle a écrit à l'âge de 20 ans, à peine 20 ans. Donc, au début, elle voulait écrire une nouvelle, comme les étudiants, là, sauf que son mari l'a poussée pour écrire un roman entier, qui a été mondialement connu, qui a été d'abord catalogué comme roman gothique, avant de passer dans le roman science-fictionnesque. Alors, Mary Shelley, elle n'a pas une vie facile. Elle a perdu ses 3 premiers enfants. Son mari est mort aussi dans une tempête. Elle est décédée assez jeune d'une tumeur, donc l'IA aurait peut-être pu la sauver d'ailleurs. Et en fait, beaucoup de personnes considèrent que Frankenstein, donc son roman, vient peut-être du fait qu'elle aurait voulu un peu faire renaître ses enfants décédés, et ainsi de suite. Enfin, il y a une volonté maternelle derrière de ça. Donc Frankenstein, 1818, ou le Prométhée moderne, c'est aussi le titre qu'on donne à Frankenstein. Donc vous connaissez tous Frankenstein. L'image de Frankenstein, elle a surtout été diffusée à partir du film de 1909, je crois, 1910. Donc l'histoire, c'est un savant fou. Alors Frankenstein, beaucoup de gens pensent que c'est le monstre. Ben non, c'est le savant. C'est celui qui crée le monstre à partir de chair, morceaux de chair morte, et qui arrive à réanimer un être vivant, qui à force aussi devient intelligent et qui est rejeté par son créateur et la société, du coup qui va devenir un peu méchant. C'est pour ça qu'on a en tête Frankenstein méchant, mais à la base, c'est un enfant comme tous les enfants. Si on les aime, ils sont adorables. Donc, voilà, le galvanisme, j'ai retrouvé le mot que je cherchais, l'étude sur l'électricité et sur le corps humain, le galvanisme, avec l'italien Galvani qui a donné son nom de galvanisme, donc c'est assez simple à retenir. On enchaîne avec la période suivante. La période suivante, c'est plutôt les années fin du 19e siècle.
Donc on est en pleine révolution industrielle, et c'est le français Jules Verne et puis le britannique Wells, donc qui ont été... Alors on considère que c'est les pères fondateurs de la science-fiction parce qu'en fait leur notoriété a explosé à ce moment-là. Ils ont vendu des livres par milliers. Je crois que Jules Verne a été traduit dans plus d'une centaine de pays. C'était monstrueux à l'époque, en tout cas. Ils ont eu un succès fou. Ils ont été plus ou moins en concurrence, c'est-à-dire qu'ils ont vécu, il y a une période où ils ont vécu en même temps, ils ont été contemporains, et souvent on essayait de les comparer. Wells n'a jamais voulu reconnaître être le Jules Verne anglais, et ainsi de suite. Enfin, il y avait une espèce de petite querelle qui existait entre eux. Alors ce qui est intéressant, c'est que eux, Wells était plus dans une science-fiction un peu plus sociétale, et Jules Verne dans ce qu'on appelle le merveilleux fantastique, les voyages extraordinaires, c'est ça, ce qu'il a sorti. Jules Verne, il faut savoir par exemple qu'il a fait des pièces de théâtre au début, s'il voulait faire des pièces de théâtre. Donc il a fait des pièces de théâtre qui ont été jouées, et puis après il a tourné vers la science-fiction parce qu'il avait des amis aussi ingénieurs qui étaient proches de la recherche, et du coup il était intéressé par tout ce qui touchait à la technique et à la recherche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux? Alors moi, ce que j'aime chez Jules Verne, en fait, c'est son éditeur aussi, Hetzel, qui a été l'éditeur de Jules Verne. Vous savez, c'est les livres où il y a des gravures, des dessins dans toutes les 30 pages là. Et en fait, c'est lui qui a relu les textes de Verne pour les améliorer et les publier. Donc, ce que j'ai pris pour illustrer ça, forcément, c'est L'homme invisible de Wells, donc plutôt le corps invisible. Donc, l'histoire d'un scientifique qui arrive à mettre en place un procédé pour se rendre invisible, et forcément, petit à petit, il dérive aussi. Donc, on parlait de dérive tout à l'heure. Lui, il dérive complètement même, parce qu'au début, il n'a pas d'argent, il est un peu mis de côté, donc il essaye avec son invisibilité de piquer 2-3 trucs à droite à gauche, et après il se rend compte qu'il peut être encore plus méchant que ça, donc il devient vraiment quelqu'un d'assez mauvais. Ce qui est sympa à savoir sur ce livre, c'est qu'à l'époque, et même, je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, les scientifiques pensaient que si on était invisible, on serait aveugle, parce que la lumière passerait à travers un de nos pupilles, nos yeux, et du coup on ne verrait pas. Et ça, Wells, par exemple, le savait. Donc clairement, il le savait, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire ce roman. Il faut savoir qu'à l'époque, alors des fois je fais d'autres interventions sur le lien entre la science-fiction et la société. Il faut savoir qu'à l'époque, la vulgarisation scientifique était quand même très très lente. Pour que la société s'empare de concepts scientifiques nouveaux, c'était très lent. Alors que vous, depuis qu'on envoie des robots sur Mars, vous êtes persuadé qu'il n'y a plus de Martiens sur Mars parce que l'image a fait le tour du monde et ça a été très très vite. En un jour, tout le monde a oublié les Martiens. Donc voilà, ça c'était aussi un des points. Qu'est-ce que je peux vous rajouter là-dessus? Alors celui-là, L'homme invisible, il a aussi une particularité, un peu comme Frankenstein, c'est un des romans de science-fiction qui a été le plus adapté au cinéma. Le premier film, je crois que c'est 1909, et le dernier, il doit dater de 2020. Et il y a des tonnes de films qui concernent l'homme invisible. Entre Frankenstein et l'homme invisible, je pense que tout le monde les connaissait ici, donc c'est vraiment une culture science-fiction que tout le monde a, quoi. Je vais sortir mon téléphone pour pas vous faire rater l'apéro. Donc je vais aller un peu plus vite. La période après, c'est la période des années 1920-1950. Certains la réduisent aux années 20 et 30. Ça a peu d'importance. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction. C'est la période pendant laquelle les plus grands écrivains de science-fiction ont fait leurs premiers pas. Et en fait, c'est une période où en Europe, il y a la guerre déjà. Donc la science-fiction, il n'y en a plus. Il y a une grande censure pour la jeunesse aussi en Europe. C'est-à-dire que tout ce qui est écriture imaginaire est très censuré pour pas heurter les enfants. Et du coup, ça va se développer beaucoup aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'émigration à cette époque aux États-Unis en termes de science-fiction. C'est aussi l'époque de ce qu'on appelle les pulps. Les pulps, c'est des magazines bon marché, des romans, qui sont vendus pas cher à la gare, voilà, pour prendre le train et attendre, lire en attendant. Les pulps, pourquoi? Parce que en fait, ça vient du nom de la pulpe à papier qu'ils utilisaient pour faire le papier de mauvaise qualité dessus. Mais c'est ces pulps qui ont permis vraiment de diffuser vraiment très largement aux États-Unis la science-fiction. Alors, je vous ai mis 3 noms de revues, Amazing Stories, Astounding et Science Wonder Stories. Les 2 personnes à côté, donc il y a Hugo Gernsback. Hugo Gernsback, c'est un luxembourgeois qui a immigré aux États-Unis, et en fait, il est connu, même très connu pour ceux qui aiment la science-fiction. C'est lui qui a
entériné le mot science-fiction en 1929. Il avait été utilisé avant, mais c'est vraiment lui, dans ses revues, qui a entériné ce mot. Avant, on avait science romance, science merveilleux, merveilleux scientifique, il y avait plein d'appellations. Science-fiction, c'est vraiment, ça date de 1929, grâce à Hugo Gernsback. Et du coup, encore aujourd'hui, le prix littéraire pour le meilleur roman de science-fiction au niveau mondial, le meilleur, c'est le prix Hugo, qui revient du nom de Hugo Gernsback. Et puis en dessous, on a John W. Campbell. Alors lui, c'était un auteur, mais il est plus connu en tant qu'éditeur de revues. C'est peut-être un des plus importants personnages de la science-fiction parce que c'est lui qui a produit et édité un nombre monstrueux des grands auteurs, hein, Asimov et tout ça, tous ceux de l'époque ont été édités par lui. Alors il était un peu chiant. Il avait un cadre assez précis et il voulait une science-fiction assez précise. C'est-à-dire qu'on a le space opéra et va naître à ce moment-là. C'est une science, on appelle ça de la hard science, c'est de la science-fiction très technologique. Donc voilà, c'est autre chose, quoi. Du coup, ça me permet de vous présenter, pour l'illustrer, Le meilleur des mondes de Huxley. Donc, Le meilleur des mondes, en fait, présente un monde un peu dystopique, comme on l'a entendu tout à l'heure, où les bébés ne viennent plus au monde naturellement. Ils sont plutôt dans des machines, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'ils sont endoctrinés avant, à leur naissance et tout de suite après pour appartenir à certaines castes sociétales prédéfinies dans la société. Voilà. Vous devez appartenir à tel voilà, vous êtes un rouge, et vous allez dans telle caste, votre métier ce sera ça et vous ferez ça. Et vous ne pouvez pas espérer en sortir, quoi. Donc, ce qui est intéressant à savoir pour ce livre-là, c'est que il fait partie des 5... Il est à la 5e place dans les 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle. Ça me fait toujours rire parce que la science-fiction a souvent été un genre littéraire sous-estimé. Et voilà, il y a quand même des romans qui sont sortis. Donc là, c'est plutôt... Alors, je ne fais pas le lien à chaque fois avec le corps, mais là, à chaque fois, je vous mets un intitulé, le corps conditionné. Mais voilà, c'est plus pour illustrer... On a eu ensuite un mouvement. Alors, il faut savoir que les pulps américains, les grands auteurs américains ont été connus après la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe, grâce à des gens comme Boris Vian, par exemple, ou Raymond Queneau, qui ont fait un travail de traduction énorme pour qu'on puisse avoir accès à ces romans. Mais à partir des années 60, de toute façon, toutes les révolutions sont passées dans les années 60. J'ai l'impression que la révolution sexuelle, mai 68, tout ça s'est passé dans les années 60. En fait, les années 60, on a ce qu'on appelle la New Wave qui apparaît. En fait, c'est des auteurs qui en ont marre de la science-fiction technologique, qui veulent une science-fiction plus politique, plus sociétale, plus sur les mœurs, plus sur les gens, qui veulent aussi changer la forme. C'est pas simplement un roman, ça peut être un peu déstructuré, ce genre de choses. Donc en fait, celui qui est un peu à la tête de tout ça, c'est Michael Moorcock, qui a édité la revue New World. Et en fait, alors je vous ai mis Judith Merril, qui est une écrivaine aussi. Certains disent que c'est elle qui a inventé le mot New World pour cette typologie de nouveaux auteurs. Et elle dit que non. Bon, mais on dit que c'est elle. Et en fait, Michael Moorcock a placé Ballard comme étant la tête du mouvement New Wave. Alors New Wave, ça vient de Nouvelle Vague, c'était le courant cinématographique français de l'époque aussi, qui a changé un peu, donc ça a été un peu assimilé pareil. Et puis pour vous illustrer ça, je vous ai pris Philippe Cadic, avec, pour ceux qui connaissent les androïdes reptiles de Mouton électrique, qui en film, c'est Blade Runner, pour ceux qui connaissent. Donc un univers ou un monde où on crée des androïdes semblables aux humains pour des travaux compliqués, et en fait il y a une révolte, ces androïdes, certains après s'en vont et se cachent dans la société, et il y a une police spécialisée qui doit détecter les androïdes pour les mettre hors service. Et voilà, il y a des tests qui sont proposés pour différencier un androïde d'un humain, c'est pas si facile, quoi. Philippe Cadic, lui, il a beaucoup écrit sur justement cette notion de perception de la réalité. Donc il était aussi drogué que les personnages qu'il met en scène, je pense. Il a beaucoup travaillé sur la drogue, sur la perception de la réalité, sur est-ce que la réalité, est-ce qu'elle est superposée devant vos yeux ou est-ce que c'est la vraie réalité? Qu'est-ce qui vous fait dire que si je touche cette table, je touche vraiment cette table? Toutes ces notions-là. Ce qui est sympa à savoir, c'est qu'il est venu à Metz pour le 2e Festival international de Metz de science-fiction en 77. On espère le faire revenir un jour, même s'il est mort, mais au moins ses compères.
Mais en fait, à l'époque, ce festival-là, il y avait plus de personnes sur scène que dans le public. C'était un peu particulier. J'enchaîne avec un prochain courant. Alors le courant du cyberpunk. Le cyberpunk, alors j'ai mis les années 80, c'est toujours un peu plus flou, c'est un peu à cheval, tout ça. Le cyberpunk, ça vient de cybernétique et de punk. Donc c'est un peu le geek informatique qui rencontre un rocker et vous mélangez ça et voilà. On est souvent dans des univers assez glauques, de mégalopoles contrôlés par des grandes sociétés, des grands groupes, ce genre de choses. Et on a énormément de technologies qui permettent soit des mondes virtuels, soit de se connecter, vous voyez un peu tout ce qui est Matrix, tous les trucs comme ça. Donc c'est un courant. Et ça a été, alors j'ai utilisé le roman qui est considéré comme le roman qui a lancé ce courant, le Neuromancien de Gibson, où on a à l'époque, il appelle ça la matrice, on a des pirates informatiques qu'ils appellent les cow-boys et qui vont se connecter à la matrice pour aller voler des informations à des grands groupes, les revendre et ainsi de suite, les pare-feux qui sont dangereux, qui peuvent tuer, et ainsi de suite. Enfin, c'est quelque chose qui peut paraître aujourd'hui un peu désuet parce qu'on a tellement fait de progrès, on s'est tellement accaparé ces nouvelles technologies. Mais dans les années 80, c'était assez nouveau. Ça a lancé tout un courant quand même, et qui s'est vraiment beaucoup développé au cinéma surtout. Et on a eu un peu son petit frère, je dis, mais c'est le steampunk. Dans les années 90, alors c'est marrant parce qu'en fait steampunk, c'était à la base, il y a 3 auteurs qu'on considère comme les précurseurs du steampunk, ceux qui ont créé le steampunk, dont Jitters. Et en fait, ils ont fait une blague en sortant ce mot steampunk justement en rapport avec le cyberpunk. Voilà, et c'est ce terme qui est resté finalement. Alors le steampunk, c'est une science-fiction uchronique, c'est-à-dire que on va se replacer dans un passé alternatif. En fait, on va inventer un futur, mais à partir d'un passé alternatif. Souvent au niveau de l'ère victorienne, c'est-à-dire on a souvent un décor anglais, de l'ère victorienne, des décors, des vêtements, des habits, des personnages, et beaucoup de technologies qui marchent à la vapeur, d'où le steam dans le steampunk. Donc je dis toujours, voilà, on peut imaginer Sherlock Holmes avec un téléphone portable qui marche à la vapeur. Voilà, c'est un peu le... On a des festivals steampunk dans la région qui sont assez importants. Il y a tout un univers steampunk. C'est le courant de science-fiction qui a le plus explosé ces dernières années. Il se rapproche plus aussi du fantastique, voilà, tous ces courants-là qui ont émergé. Et voilà, moi, c'est peut-être le courant où je suis le moins fan, mais esthétiquement, c'est un des courants les plus recherchés, en tout cas. Et du coup, je vous ai pris Les Machines Infernales, c'est un des romans qu'on considère comme un des romans fondateurs de ce genre, de Jitters, justement, un Américain. Alors moi, je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je ne vous en dirai pas grand-chose. Il est à la maison, mais voilà, il fait partie des milliers de livres qu'il faudrait lire. Mais j'ai pas pu, quoi. Donc on va surtout voir quand je mets le corps uchronique, c'est un corps qui va être on va lui faire des améliorations, mais en imaginant qu'on est dans un passé et qu'on invente d'autres technologies par rapport à ce que nous on a connu. Je regarde l'heure, je suis pas mal. Et puis alors pour aujourd'hui, on est plutôt sur alors plutôt, je ne dis pas que les courants se sont effacés, les autres. Hein. Certains courants sont morts en science-fiction, d'autres sont apparus, mais c'était plus pour vous donner un peu une chronologie de différents courants. Donc ce que j'ai pris, c'est le transhumanisme et la transcendance. Alors j'ai découvert énormément de choses sur le transhumanisme et la transcendance en préparant ça. Et ben, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il y a, parce qu'il y a tout un monde derrière ça, et c'est incroyable. Donc, c'est vraiment l'idée d'améliorer l'être humain en augmentant ses capacités physiques et mentales, d'éviter le vieillissement, d'éviter la mort, voilà. Et la transcendance, on est plutôt à un niveau encore au-dessus, presque de se passer du corps et de conserver que l'esprit. Et du coup, alors moi j'ai choisi La Cité des Pères Mutants de Egan pour ça. Alors dans ce livre-là, on a des progrès informatiques qui permettent de sauvegarder toute votre conscience, votre âme dans un outil informatique, un ordinateur. Et du coup, on n'a plus besoin on peut se passer de son corps. Et du coup, on devient éternel si on accepte de passer dans la machine. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple qui était pour moi le plus fort, quoi.
Qu'est-ce que j'ai après? Alors après, je voulais surtout, parce que là j'arrivais un peu aujourd'hui, je voulais vous donner aussi des exemples dans le cinéma, si ça vous donne envie de le voir. Donc on a Transcendance, justement, avec Johnny Depp. C'est quelqu'un justement qui travaille là-dessus et qui va passer un peu dans la machine, je vous en dis pas plus. Robocop, c'était plutôt le côté, voilà, on sauve quelqu'un et son corps est modifié, et il ressemble plus à une machine qu'à un être humain. THX 1138, qui est le premier film de George Lucas, qui concerne un peu une société pareille où les gens sont vraiment... tout est neutre, c'est blanc, tout le monde est rasé, ils ont tous une condition particulière. Et on a deux personnes qui retrouvent, parce qu'en fait ils doivent avaler une pilule qui un peu inhibe toutes les sensations, et en fait qui à un moment la prennent plus et redécouvrent un peu le fait de réfléchir, le corps aussi, c'est-à-dire qu'ils retrouvent les sensations du corps. Ghost in the Shell, qui a un manga aussi basé plutôt sur le cyberpunk, comme Matrix. Ready Player One, qui est un film un peu plus récent de Spielberg, enfin produit par Spielberg, je crois, où les gens passent plus de temps dans un monde virtuel que dans le monde réel. C'est-à-dire qu'ils ont leur avatar et ils vivent plus dans ce monde virtuel parce qu'il leur permet aussi de vivre plus facilement. L'homme invisible, bah, ça doit être la dernière version de 2020. Les Fils de l'homme. Alors Les Fils de l'homme, il est intéressant comme film parce que les femmes n'ont plus d'enfants. L'humanité ne peut plus avoir d'enfants. Et ce qui est marrant dans ce film-là, c'est qu'aux informations, il vous donne tous les jours l'âge de la personne la plus jeune, du terrien le plus jeune. Et quand par exemple on a quelqu'un qui est mort, il dit, bah, le plus jeune maintenant il a 18 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a personne après. Et en fait pendant le film, à un moment donné, il y a une femme qui est enceinte et qui va attirer toutes les convoitises, il va falloir partir dans tous les sens. Il y a un côté un peu biblique dans ce film, mais ouais, intéressant à voir. Je vous en mis alors La Servante écarlate. Voilà, ça c'est assez horrible. Margaret Atwood qui a écrit un livre et qui a été adapté en film. Alors je vous conseille le film là des années 80 avant de regarder la série qui est sortie il y a quelques années. Un monde où les femmes, pareil, ne sont plus fertiles et celles qui le sont encore sont exploitées presque comme servantes. Avec un rituel où les grands généraux peuvent faire l'amour à ces femmes-là pour avoir enfanté leurs enfants. Enfin, il y a tout ça derrière, c'est assez horrible hein, comme situation. Le voyage fantastique, bah, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quand ils réduisent pour aller dans le corps humain. Les 4 fantastiques, il y a cette notion, les 4 changent de corps après des radiations. Donc il y a celui qui est en pierre, celui qui est tout élastique. Voilà. J'ai mis les Avengers, mais en gros, il faut considérer que c'est tous les super-héros. Tous les super-héros, il y a un déclencheur qui fait qu'à un moment leur corps change. Spider-Man, il se fait piquer par une araignée et puis voilà, il change un peu. Et tous les super-héros sont aussi basés là-dessus. Bienvenue à Gattaca, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un film où les voyages spatiaux sont possibles, mais pour pouvoir voyager ou piloter, il faut avoir, comme les pilotes de chasse aujourd'hui, il faut avoir une très bonne vue, une très bonne condition physique, une santé. Et en fait, dans ce film-là, il faut avoir un patrimoine génétique parfait. Donc en fait, tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, il y a une personne qui a ce patrimoine génétique qui ne peut pas partir, qui va aider quelqu'un d'autre. Donc ils vont trafiquer les empreintes digitales, ils vont faire plein de choses pour lui permettre de partir et tromper le système. La mouche. Alors la mouche... J'ai adoré ce film quand j'étais petit. Donc c'est un scientifique qui invente un téléporteur. Donc voilà. Et puis à un moment donné, il veut faire un essai sur l'homme, donc il rentre dans la machine pour se téléporter. Il se téléporte à l'autre bout de la salle, hein, c'est pas loin. Mais au moment où il rentre et il s'installe, il y a une mouche qui rentre avec lui. Et du coup, à la fin, il se transforme un peu en mouche. J'ai mis Alien. Bah, Alien, dans la notion du corps, c'est plus la notion qu'une espèce peut se servir de notre corps comme d'un autre pour grandir, naître, ou ces choses-là. Et puis Johnny Mnemonic, c'est la première nouvelle de William Gibson qu'on a vu, qui a créé le cyberpunk. Alors le film n'a rien à voir avec la nouvelle quasiment. Et en fait, c'est des personnes qui sont payées pour sauvegarder dans leur tête des données. Et en fait, lui, il se fait avoir, c'est qu'ils lui mettent vraiment beaucoup de données. Donc s'il reste trop longtemps avec ces données dans la tête, il va mourir. Donc il essaye de se dépêcher d'aller les rendre à qui il doit les rendre, ceux qui doivent lui enlever les données de la tête.
Et en fait, voilà, il a plein de problèmes, il s'aperçoit, en fait, à la fin, il s'aperçoit, je peux spoiler, à la fin, il s'aperçoit que c'est les données pour créer un vaccin contre une maladie, ce genre de choses. Et je ne pouvais pas vous laisser prendre l'apéro sans faire un lien avec la science, parce qu'à la base, je suis à l'Université de Lorraine quand même, donc j'ai un cursus de chercheur, même si aujourd'hui je ne fais plus de recherche. Et du coup, essayer de vous donner un lien avec ce qu'on voit aujourd'hui, qui pourrait apparaître presque comme de la science-fiction. L'information que j'avais trouvée la plus pertinente, c'était celle-là, celle de 2023, où des Israéliens avaient créé le premier modèle d'embryon humain à partir de cellules souches, c'est-à-dire sans spermatozoïdes, sans ovules et sans... Alors cette information, elle a été très mal vulgarisée et très mal diffusée, c'est-à-dire que tout le monde croyait, enfin tout le monde, ceux qui l'ont lu, croyaient qu'on avait un vrai embryon. En fait, non, c'est un modèle d'embryon. Donc on est sur quelque chose qui a les mêmes propriétés, mais ça ressemble pas, c'est pas un être humain, c'est pas un embryon. Et puis après, je vous ai mis aussi quelques petits exemples que vous connaissez certainement, que ce soit des lunettes augmentées, de réalité virtuelle, que ce soit des prothèses. Aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de choses qui touchent le corps, la science touche le corps de plus en plus. Alors il y a tout un courant de personnes qui pensent que il faut dans le transhumanisme, justement, il faut qu'on s'intègre à la machine, il faut qu'on mette la machine de plus en plus sur nous et ça va faire une nouvelle humanité améliorée. Donc il y a tous ces gens-là d'un côté, il y a ceux qui sont tout à fait l'inverse, puis il y a ceux qui sont entre les deux. Un autre exemple, alors ça c'est juste des images, des photos, c'est pas ce qui existe, hein, je vous ai mis ça pour illustrer, mais en fait il y a beaucoup de recherches aussi pour des cœurs et des poumons artificiels. Alors sachez quand même que c'est pas les poumons là, hein, ça c'est une belle image que j'ai trouvée, mais que des greffes de poumons ont été réussies sur des cochons récemment. Les cochons, c'est l'animal qui partage le plus grand patrimoine génétique avec l'être humain. Il y a plus de 90% du patrimoine génétique qui est semblable, donc c'est pour ça qu'on fait des tests sur les cochons. Et au niveau du CNRS aussi, j'ai vu récemment qu'ils avaient sorti des poumons biomimétiques, c'est-à-dire c'est pas une forme de poumon, mais c'est une machine avec certains matériaux qui vont imiter la matière du poumon, la porosité pour l'air, pour faire passer l'oxygène et ainsi de suite. Donc sachez qu'aussi que voilà, il y a de la recherche qui, quand je dis que ça rattrape la fiction, c'est un peu ce qu'on voit toujours. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui la recherche, la science-fiction d'il y a 20 ans, elle est dépassée. Et voilà, on a aussi de la recherche qui avance. Ben voilà, je m'arrête s'il y a des questions, des remarques, ou même s'il y a des gens, j'ai vu qu'il y a des gens qui aimaient bien écrire ou qui aimaient la science-fiction, n'hésitez pas aussi à prendre la parole.